Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ambition Rurale. Aujourd'hui, nous allons parler de citoyenneté et d'engagement. La citoyenneté, c'est la base de la vie démocratique. Que le vivre ensemble fonctionne, il faut des personnes qui s'engagent et qui participent à la vie de la cité. Pourtant, la citoyenneté a mauvaise presse. Elle rime pour beaucoup avec les cours d'éducation civique du collège calés entre deux cours d'histoire géo. Rien de très attrayant. À chaque élection, on entend la même rengaine, une abstention record, et on s'offusque. On culpabilise les citoyens, inconscients qu'ils sont, de ne pas user de leurs droits dans une démocratie en danger. Mais peut-être que le citoyen lui aussi mute, se transforme, est appelé à évoluer. Peut-être qu'au contraire de ce que l'on entend communément, la dimension citoyenne s'élargissait. Et si la citoyenneté se matérialisait d'abord par l'agir, parce qu'elle met en œuvre, et donc par l'engagement. Dans ce nouvel épisode, je pars à la rencontre de Laurence Gauthier, une femme pleinement engagée pour les jeunesses, les territoires, qui écrit, initie des projets et accompagne ceux qui s'engagent. Bonne écoute. Bonjour Laurence, et merci d'avoir accepté de discuter un petit peu avec nous aujourd'hui. Donc toi, tu es avant tout une femme engagée, une citoyenne engagée, à la tête de plusieurs associations citoyennes, notamment sur les jeunes et la ruralité. Tu mènes plein de projets et tu es aussi directrice de projet, donc tu accompagnes plusieurs projets aussi à se lancer. Donc je te propose pour commencer ce podcast de nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais, de qui tu es. Est-ce que ça te convient ? Ça me convient. Je crois que c'est le jeu d'ailleurs. C'est toujours un exercice difficile parce qu'on n'est jamais une seule chose. Mais c'est effectivement par toutes les activités que je peux entreprendre qu'on me connaît davantage. Donc c'est avec plaisir que je peux expliquer un peu ce qui me motive et de quoi je suis moteur ou plutôt motrice. En fait, quand je pense je me suis jamais dit, je suis une citoyenne engagée. Enfin, vraiment, c'est les autres qui me le disent et toi en particulier. Mais je réfléchis depuis mon enfance. Ce qui était important pour moi, c'est de prendre part. C'est-à-dire, si je suis en classe, ben je participe. Si je suis à la cour de récré, très peu pour moi d'être solitaire. Et donc, si plus tard, pendant mes études, ben je fais des actions. Donc, j'ai intrinsèquement une nature qui, face à la réalité, aime entreprendre, se dire tiens, mais ça on le fait toujours comme ça et pourquoi est-ce qu'on le ferait pas autrement ? Parce que ça me paraît pas optimal. Et donc ce chemin-là, je l'ai mené dans ma vie professionnelle, aussi dans la communication, en poussant, en aidant, en accompagnant des entreprises qui se créent. Donc c'est vrai que je pense que l'entendement généralisé, quand on dit projet, on pense plutôt à des projets d'entreprise et peut-être la nouveauté ou ce qui m'importe moi, c'est de me dire qu'en fait chacun peut entreprendre pour sa vie locale, pour son environnement et donc cela devient de l'engagement. Mais c'est tout simplement une responsabilité, une manière d'être au monde et de se dire là où je suis, même si c'est une petite chose, s'il y a quelque chose qui m'interpelle, qui me met en colère, qui me déçoit, je peux contribuer avec ce que je suis, ce que je sais, ce que je vois, et avec les autres, à faire quelque chose de mieux. C'est tout simplement ça. C'est vrai que on a beaucoup tendance à appréhender l'entreprendre sous l'égide très start-up, très professionnel. Mais en fait, la citoyenneté, c'est peut-être aussi une manière d'entreprendre. Être citoyen, c'est un petit peu être entrepreneur de la démocratie, entrepreneur de son territoire et chacun à son échelle finalement. Exactement, et c'est peut-être on en parle plus aujourd'hui parce que malgré tout, on est dans des sociétés modernes au sens avec beaucoup de choses qui vont pas évidemment sur cette question de la modernité. Mais ce que je veux dire par ailleurs, c'est que quand quelqu'un passe sa vie à tout simplement se demander où est-ce qu'il va habiter le soir, où est-ce qu'il va se loger, ou s'il doit se défendre contre toutes sortes d'attaques, etc. Ou nourrir sa famille, etc., il n'a pas le temps d'avoir un sursaut pour augmenter
son environnement ou augmenter sa vie ou participer au bien collectif. Le privilège que, en l'occurrence, j'ai, moi, c'est que je peux, de surcroît, j'ai une stabilité dans la vie qui me permet de faire en plus. Donc, et je pense que ça peut concerner effectivement beaucoup de nos concitoyens, de tout simplement se dire, il y a mille choses à faire, non pas tellement forcément entrer en politique ou prendre un statut, parce que ça c'est autre chose, ça devient d'autres compétences. Mais voilà, si j'ai des enfants qui vont à l'école, j'ai une manière de me comporter qui est contributive par rapport à l'éducation. Si je profite de services, une association sportive ou quoi que ce soit, je ne fais pas que consommer. Et nous sommes, et pour moi c'est très important, enfin que nous revenions. Je dis revenions parce qu'on a quand même été dans une société de consommation et on l'est toujours, on consomme, mais avec une forme de passivité. Et là, l'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes passent du consommateur au citoyen, et dans le citoyen, je mets l'acteur du bien collectif, mais encore une fois, sans lyrisme, c'est vraiment tout simplement se comporter en être responsable, quoi. Je trouve que le mot responsabilité n'est pas assez souvent convoqué dans notre vie d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un lien assez direct finalement entre cette vision de société de consommation qui va un petit peu à l'encontre de l'engagement, puisqu'on va plutôt profiter plutôt que s'engager. Et on a souvent une vision justement des territoires ruraux où il y a globalement peu d'engagement, des territoires assez amorphes. Toi, tu luttes un petit peu à contre-courant de ça. Et j'aimerais bien voir ton regard sur justement l'engagement citoyen au cœur des zones rurales. Puis je pense aussi que le citoyen en zone rurale a un rôle un petit peu clé, un peu la clé de voûte aussi du dynamisme local. Donc voilà, comment est-ce que tu appréhendes tout ça ? Alors, c'est marrant, effectivement, qu'on pense que dans les territoires ruraux, il y ait moins d'engagement. Moi, je trouve que c'est un peu l'inverse, parce que justement, comme il y a moins de services publics et moins de propositions. Par exemple, si on prend la culture et la jeunesse, typiquement, il y a moins d'offres culturelles dans les territoires ruraux. Mais en même temps, il y a probablement plus de jeunes qui s'organisent pour se retrouver, peut-être faire de la musique, parce qu'il y a des espaces qu'on n'a pas forcément en ville. Et moi, je l'ai bien ressenti quand j'habitais 15 ans à Marseille, nos 3 enfants sont nés à Marseille, et quand je suis arrivée ici dans ce petit village de Saône-et-Loire, c'est un choix parce qu'il y avait Internet et le TGV pas loin, hein, et qu'on voulait se rapprocher de la nature, avoir un jardin potager, etc. Eh bien, j'ai bien vu que pour mon aîné qui avait à l'époque 11 ans, il commençait à être sollicité quasiment tous les samedis pour aller au cinéma. Et je commençais de batailler en disant, mais non, tu vas pas aller tous les samedis au cinéma. Bon, là, d'un coup, il n'y avait pas de cinéma. De toute façon, c'était nous qui devions l'emmener, donc ça limitait les choses. Et donc, je veux dire par là que finalement, on est obligé d'entreprendre, pas forcément s'engager, mais il y a moins de choses, donc il y a moins de trucs à faire. Donc déjà arrive un peu l'ennui, ce fameux ennui qui de mon côté était détestable quand j'étais petite, aussi en village, mais dont on reconnaît les bienfaits aussi, parce que ça permet de prendre plus de temps, d'écouter, d'observer, voilà. Donc et après on est obligé d'entreprendre. Donc je crois vraiment que dans les territoires ruraux, ce sont des espaces qui, si comme ça, au premier regard, on pourrait penser que les gens sont moins engagés. En fait, ils sont, en tout cas, une génération l'est beaucoup engagée, parce que les associations, ils sont très vivantes, et il suffit d'ouvrir un canard local, n'importe quel petit journal local, pour voir que les anciens se retrouvent. La salle des fêtes est quasiment pleine tous les week-ends. Et si
quand ça n'arrive plus, c'est que le territoire rural est devenu urbain. C'est-à-dire que on a aujourd'hui des territoires urbains, des territoires ruraux, pardon, des villages, des bourgs, des petites communes qui n'ont plus la vie d'avant parce qu'il n'y a plus de gens qui travaillent, puisque historiquement, dans n'importe quel bourg, il y avait au moins des agriculteurs, il y avait au moins des artisans, des maréchals ferrants, enfin bon là des maréchaux ferrants, je sais plus, j'en dis un des maréchals ferrants, je sais plus si ça s'accorde. Moi, j'aurais dit maréchal, mais bon, on a l'idée. On a l'idée. En tout cas, des couturières, etc., etc. Et là, certains villages n'en ont plus et se sont vidés parce que les gens vont à l'extérieur et font des kilomètres et donc ils ne vivent plus. Donc tout ça pour dire que de manière naturelle, un territoire rural, quand les gens le réinvestissent avec une activité locale et avec le développement d'une économie locale, et c'est ce qui est en train de se passer, puisqu'on a maintenant aussi une génération qui vient y travailler avec le télétravail ou dans des lieux de coworking, etc., eh bien, on retrouve plus facilement de l'espace, du temps et une capacité d'entreprendre parce que tout est à faire. Oui, parce que finalement, là où tu vas avoir du dynamisme en ville, c'est un dynamisme qui est très entrepreneurial aussi, mais dans le sens plutôt pécunier. C'est des structures qui se créent, c'est des business qui se créent finalement. Bah oui. En zone rurale, t'as pas ça, et le seul dynamisme que tu crées, c'est un dynamisme qui est plutôt de l'ordre associatif. Oui, et puis tout est cher en ville. Donc, par exemple, les business, comme tu dis, les créations d'entreprises en ville, tout de suite, à part dans des incubateurs, etc. Mais justement, très vite, le loyer est cher. Très vite, tu es en compétition, en concurrence avec d'autres sociétés plus importantes. Alors que, effectivement, dans les territoires ruraux et non métropolitains, il y a encore de la place pour des initiatives qui peuvent, si elles sont bien pensées, aller vers de l'économie sociale et solidaire. Et la plupart des projets intéressants, que ce soit l'inclusivité ou les systèmes de covoiturage, etc., etc., l'entraide, en fait, tout ce qui génère une activité par l'entraide et par le bien commun, par les services qu'on met en commun, moi, je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup plus de choses intéressantes dans les territoires ruraux à regarder, à observer et à accompagner. Tout à fait. Et c'est vrai que autre point qui est assez particulier, c'est que quand on crée une structure associative en milieu rural, quand on s'engage, globalement, on a peu de moyens, puisque justement, il y a moins cette dimension business derrière. Peut-être que c'est aussi ça qui contribue à ce nouvel attrait finalement pour les zones rurales, parce que ça correspond aussi aux tendances actuelles au niveau de la sobriété et de l'écologie, puisqu'en fait, on doit faire avec des moyens relativement limités. Là, les expériences, par exemple, que je trouve très intéressantes autour de moi en Bourgogne-Franche-Comté, c'est un tiers-lieu, un lieu qui est en train de se refaire complètement avec des matériaux recyclés. Aujourd'hui, c'est possible. On a déjà des plateformes de réemploi de matériaux de construction. Mais la seule limite, en fait, c'est l'énergie qu'on y met. Et c'est la bonne volonté des entrepreneurs du BTP de faire savoir qu'ils ont des déchets qu'on peut réutiliser. Et puis après, on a une autre dimension qui est la norme administrative, parce que en même temps, il y a quand même des normes européennes, mais bon, ça va se retravailler, qui imposent d'avoir des matériaux d'une certaine qualité, qui fait qu'on ne peut pas utiliser du recyclé, ce qui est vraiment dommage. Donc, ça montre bien comment il faut se déprendre d'une manière de penser, administrativement aussi, juridiquement, mais ça existe et ça va exister de plus en plus à partir du moment où certains auront réussi à dire c'est possible. Et donc, pour entraîner un monde nouveau, prenons les grands termes, mais c'est vrai que l'expérimentation et l'initiative et la réussite de ces initiatives de quelques-uns peut faire modèle. Et toute la question aujourd'hui, pour moi, effectivement, c'est de se dire
comment on va accompagner les initiatives pertinentes qui vont dans le bon sens de ce type, mais c'est vrai aussi dans la mobilité, dans la santé, enfin, il y a tellement de choses à inventer. Et le territoire rural est vraiment le lieu de la réinvention de quelque chose avec des compétences nouvelles, hein, pas dans un traditionnalisme ou un regret du passé, parce que moi, j'ai pas de regret du passé. Hein. Moi, j'ai un petit lavoir devant chez moi et la dame qui était la fermière d'à côté me racontait qu'avec 4 enfants, au début, elle faisait tout son linge dans ce petit lavoir. Donc, je veux dire, je vais pas, elle est loin de regretter le lavoir, elle préfère de loin la machine à laver. Mais néanmoins, maintenant que tout ça s'est beaucoup développé, il faut revenir à une forme effectivement de sobriété et de bonne compréhension de la ressource et de la bonne compréhension de la ressource locale et du collectif, parce que on a été dans une espèce de fusée qui nous a entraîné un peu trop loin sur la personne. C'est Michel Serres qui raconte ça, voilà, on est arrivé à la civilisation de la personne. Il a fallu des philosophes et beaucoup de choses et d'institutions politiques, etc., pour que la personne soit considérée. C'est bien. Mais maintenant, le nouvel enjeu, c'est le vivre ensemble de ces personnes. C'est comment les personnes qui sont respectées, au mieux, hein, je ne dis pas que toutes les personnes qui vivent sur notre sol, hélas, soient suffisamment respectées. Je dis simplement que quand même, la société s'émeut plus si les droits de la personne et du droit humain ne sont pas respectés, mais que maintenant, l'enjeu, c'est qu'on vive mieux ensemble et qu'on sache articuler ensemble nos actions et nos volontés sur un périmètre j'allais dire d'attachement, parce que c'est vrai que c'est ce que j'appelle un périmètre d'attachement. Et nos périmètres d'attachement ont beaucoup évolué par rapport à avant. À la base de tout combat, t'as un noyau dur, un noyau hyper engagé qui est prêt à se donner corps et âme. Sauf que les collectifs qui réussissent, c'est des collectifs qui arrivent à embarquer des personnes au-delà de ce noyau. Et toi, ton rôle, c'est aussi d'aider à faire ça. Donc sur deux thématiques un petit peu plus approfondies, qui mêlent la ruralité d'un côté et puis aussi les jeunes de l'autre. Alors qu'est-ce qui pour toi est important au moment où on crée un collectif et comment en fait faciliter cette création-là? Alors, la raison pour laquelle je me suis beaucoup intéressée à ça, c'est que j'ai été pendant les 5 dernières années très facilitatrice et accompagnatrice de projets citoyens et de causes. Et donc, ça m'a amené à observer beaucoup ce qui faisait effectivement le moteur et au contraire, ce qui faisait les freins. Et donc, j'ai tiré de cette expérience avec d'autres personnes, 8 autres témoins qui eux-mêmes ont mené leur cause, hein, les uns dans l'inclusivité, les autres dans la mobilité, leur expérience de qu'est-ce qui m'emmène, qu'est-ce qui m'embarque et qu'est-ce qui me freine et comment est-ce que je mets en action. Parce que tu as bien raison, on a connu des grandes figures militantes qui savent influencer, etc. Mais tant qu'elle reste seule, le combat a des chances d'être perdu. Tout simplement parce que, par exemple, face à un pouvoir politique, le fait d'être seul te laisse quasiment aucune chance de parvenir puisque tu es une victime très vite vulnérable. Voilà. On sait tous la force des collectifs, que ce soit les maires russes, que ce soit la révolution en Tunisie qui a commencé avec les bergers et leurs smartphones qui se sont rassemblés. Enfin, voilà. Donc, il y a effectivement la dynamique du collectif qui est nécessaire. Alors, après, pour ce que je pense de ce qui fait qu'on arrive à s'engager dans un collectif et qui fait qu'on arrive à s'engager, la pierre fondamentale, le ressort premier, c'est déjà tout simplement de savoir qu'on peut. Et ça, c'est fondamental parce que
en fait, si on interroge notamment des jeunes, il y a plein de jeunes qui vont dire bon non, nous on peut pas. On peut pas parce qu'en fait, on n'est pas considéré. Et donc la non reconnaissance, enfin ce qu'on appelle les invisibles, mais c'est vrai que c'est ce qui s'est passé aussi un peu avec les gilets jaunes, et pas qu'un peu. Le fait qu'on soit invisibilisé fait penser que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça ne servira à rien. Donc la première pierre pour bâtir un collectif et de l'engagement, c'est vraiment la reconnaissance de sa valeur propre auprès de soi-même. Parce qu'en fait, c'est pas auprès de l'autre qu'il va falloir le faire, c'est auprès de soi. C'est-à-dire reconquérir sa fierté d'être, sa capacité d'agir, y croire en soi. Et ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Parce qu'on a beaucoup de gens qui ont été, ou notamment dans le système scolaire, des jeunes là, qui on a appuyé sur la tête, ou bien dans le rural, beaucoup de gens qui ont perdu leur fierté. Combien de fois j'ai eu des discussions dans les territoires ruraux, dans les campagnes, pour leur dire mais c'est votre. Moi, je dis que parfois là où je vis, c'est du luxe parce que c'est un endroit qui est quand même encore beaucoup de biodiversité, qui est quand même bien raccordé, etc. Donc, et d'ailleurs, on candidate au patrimoine de l'humanité UNESCO pour la qualité des paysages et du rapport entre les humains, les paysages et la nature et les animaux. Donc, mais dans les têtes, avec cet exode rural, etc., dont on a eu depuis quelques années, et tu connais bien ce phénomène puisque tu l'as aussi bien décrypté dans ton livre, c'est de reconquérir sa fierté d'être et de sa croyance en son pouvoir d'agir et d'être en capacité de. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que une fois que ça s'est établi, encore faut-il arriver à projeter un monde meilleur. Quand on entend les témoignages des Ukrainiens, c'est vraiment incroyable comme ils répètent à longueur de temps, ils en sont convaincus, de toute façon, on sera victorieux. Il n'y a pas d'autre issue. Bon, eux, c'est un peu ultime, évidemment, mais néanmoins, et c'est probablement le problème d'énormément de gens aujourd'hui sur cette éco-anxiété et tout ce désarroi, c'est la difficulté de porter un monde meilleur et qui n'est pas décliniste, qui n'est pas catastrophique. Et évidemment qu'il faut parler des menaces. Mais si on reste sur la menace, on ne peut pas s'engager parce qu'on n'a pas la vision de quelque chose qui va nous permettre de nous dépasser. Et le troisième point qui m'a semblé fondamental dans la capacité à s'engager et le fait que ça soit possible de s'engager, c'est la confiance envers les autres. C'est une famille. C'est de trouver dans le collectif, il y a la dimension de se sentir appartenir à quelque chose. Donc, ça peut être un territoire. Bon, Dieu sait si l'appartenance à un territoire a hélas porté aussi à des actions un peu guerrières, mais néanmoins, ça peut être un territoire mental. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est reconstitué avec les réseaux sociaux, des communautés virtuelles sur lesquelles on est d'accord, ou je sais pas, une communauté de joueurs de jeux vidéo qui jouent au même jeu, ils ne se connaissent pas, mais ils sont ensemble, unis autour ils savent leurs intérêts communs, leurs goûts communs. Donc, il y a à recréer cette dynamique dans le collectif de convivialité, d'attachement les uns aux autres, même si on n'est pas toujours d'accord, il y a des choses fondamentales qui vont faire que, ok, on est prêt à s'investir avec vous. Et ça, c'est très compliqué à notre époque, parce que il y a des phénomènes identitaires qui percutent tout ça. Il y a le problème qu'on passe plus beaucoup de temps ensemble, alors que pour pouvoir s'attacher, faut pouvoir passer du temps ensemble. Mais c'est fondamental. Donc, je vois revenir les lieux de tiers-lieux, les lieux comme ça, avec beaucoup d'espoir, parce que ou les lieux culturels aussi. Et c'est pourquoi aussi, pendant le Covid, pour moi, c'était très important de repartir à de l'ensemble
pour qu'on puisse à nouveau œuvrer ensemble. Moi, je retiens 3 choses dans ce que tu dis. La base du collectif, tu as croire en soi, casser les croyances limitantes. Tu as croire en les autres, en ta cause, se sentir porté par quelque chose d'un petit peu plus grand. Et puis aussi créer quelque chose de contagieux et de joyeux. Là, je reprends tes mots. Et ça, c'est la philosophie qui doit animer ton collectif. J'aimerais revenir sur une notion qui me semble assez fondamentale, celle de la gouvernance du collectif. On est culturellement assez porté par une idée de leader, une idée de leader d'opinion, un peu le super-héros qui mène quelque chose, et autour du super-héros, il y a une équipe qui se constitue. Mais c'est ce super-héros qui porte un petit peu toute la charge du collectif, c'est celui qui porte la philosophie. Aujourd'hui, on voit émerger tout un tas de modèles différents, plus participatifs. Est-ce que tu as une opinion sur la gouvernance des collectifs? Oui, j'ai plutôt un idéal et je dirais des critères pour m'assurer que la gouvernance fonctionne bien. Mais ce qui me vient à l'esprit en premier quand tu parles de ça, c'est que je pense que pour que le collectif marche, c'est vrai qu'il faut un leader. Euh, il y a quelque chose de l'ordre du magnétisme, et dans le règne animal, il y a quand même toujours un leader. Et aussi parce que le leader, il a une importance pour que les autres s'agrègent autour et se reposent sur le leader. Simplement, ça n'a pas non plus besoin d'être un hyper leader ni d'être un super héros. Et ça arrive un peu cette connotation un peu, j'allais dire américaine, parce que c'est vrai que je trouve que c'est les Américains qui sont toujours dans l'hyper, le truc hyper, et puis on a beaucoup pris de ça. Non, on a juste besoin d'un quelqu'un qui prend ultimement la décision sur des désaccords, et des fois doit le prendre vite. Ou bien qui a la capacité, par exemple, si c'est un collectif, moi j'ai entraîné un collectif d'habitants à aller porter un projet de sport couvert, d'un bâtiment d'équipement sportif couvert à des élus, bon bah ça sera celui qui est le plus à l'aise avec un jargon, j'allais dire institutionnel d'élus. C'est normal qu'il y en ait un qui à un moment donné soit plus fort. Mais par contre, ce que j'imagine dans les temps futurs et que vraiment je pense qu'il serait idéal, c'est que ce leader ne soit pas toujours le même et qu'il y ait un accord pour que le leader passe régulièrement sa responsabilité à quelqu'un d'autre. Et en fait, que tout ça soit vécu comme un jeu. Et on a la chance en France qu'on est un peuple très joueur. Je sais pas si tu sais, les jeux de société reviennent très fort. Bon, il y a plein de recherches autour du jeu. Et si on revient au jeu, à la dynamique encore du jeu, du groupe, etc., c'est moins, les gens vont moins se prendre la tête, j'allais dire, et le pouvoir va disparaître parce que on sait que pendant un temps, on prend un rôle de leader, mais qu'après, on ne sera plus le leader, on le passe à quelqu'un d'autre. Et donc, je pensais à ça parce que je lisais un truc sur les moutons. Et donc, c'est comme ça que fonctionnent les troupeaux de moutons. On a beau dire, un troupeau de moutons, il faut qu'il s'organise, qu'il aille. Alors, il a un berger, mais apparemment, il y a toujours une tête de mouton. Enfin, c'est pas toujours la même qui est leader, qui est la tête du troupeau. Ça passe de l'un à l'autre, mais instinctivement, j'ai pas compris trop comment ça marche, mais en tout cas, ils comprennent très vite qu'il y en a un qui prend le lead, hop, ils le suivent, et après, c'est un autre. Et finalement, c'est bien parce que je pense que ça permet à chacun d'exercer, si on repart dans l'espèce humaine, ça permettrait, moi j'imagine, à l'idéal, dans quelques années, dans un village, pendant 6 mois, on dit, c'est machin ou une telle qui va être maire. Qui va devoir porter la responsabilité et prendre les décisions finales. Et puis, l'année d'après, ça sera quelqu'un d'autre. Et on pourrait imaginer que c'est même choisi par un comité, etc. Parce que en ce moment, on entend beaucoup que les maires sont très fatigués dans les territoires ruraux. Et je pense qu'effectivement, ils sont très fatigués parce que
une partie de la population leur dit: «C'est le maire, c'est toi le responsable et tu me dois tout». Un peu de manière capricieuse, enfin presque parentale, quoi, en me disant: «Bah, t'as voulu être maire, bah, maintenant que t'es élu, tu te démerdes avec les problèmes». Et beaucoup deviennent exigeants. Alors qu'en fait, le maire, il est au service, ok, mais il n'est pas non plus, comment dire, enfin, il n'est pas assujetti à cette tâche. Donc, voilà, je sais pas si c'était clair, mais je pense qu'il y a encore plein de modèles d'organisation à trouver pour dynamiser les collectifs, effectivement. Ok, il est question de démocratiser l'engagement finalement. En tout cas, cesser de se plaindre. Ça, s'il y a bien un truc qui m'exaspère, c'est ça. Il y a des raisons honnêtes de se plaindre pour des tas de gens, franchement. Mais souvent, ils se plaignent pas, eux, ceux qui ont des vraies raisons de se plaindre. Mais je veux dire, plutôt que de râler en disant les autres, ils font pas ça, moi, j'arrive pas à ça, etc., de se dire concrètement, c'est que je m'y suis encore mal pris si ça marche pas. Et l'autre aspect de la démocratisation, oui, je suis complètement d'accord là-dessus. Je trouve qu'il n'y a pas d'école de la fraternité, il n'y a pas vraiment d'école de la liberté, ni de l'égalité, ni de la fraternité, pour une raison que jusqu'alors, on confiait de manière un peu intrinsèque, enfin implicite, à l'éducation nationale, l'éducation citoyenne. Ça, c'était au tout début de l'école. Et on ne s'est plus posé la question de... Après, ça a été plutôt l'école de la connaissance. Et maintenant, on a un vide, pour moi. Il y a encore quelque chose qui n'existe pas fondamentalement en proximité, qui est l'école du vivre ensemble, de la citoyenneté, d'où mes espoirs de réaliser des incubateurs d'initiatives citoyennes et de fraternité pour ne serait-ce que réfléchir à tout ça et se situer, de dire mais moi, comment je me comporte par rapport à tout ça. Et puis faire une vraie célébration du passage à l'âge adulte, enfin à l'âge adulte au sens à l'âge citoyen, à l'âge on peut déjà contribuer par des tas d'actions, des missions d'intérêt général, hein, c'est ce que suscite d'ailleurs le SNU, le Service national universel, et après les missions d'intérêt général qu'on fait entre 15 et 18 ans, qui sont d'ailleurs difficilement accompagnées parce qu'il n'y a pas vraiment les organismes pour, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut encore continuer de déployer tout ça. Mais à 18 ans, ça devrait être quelque chose de très fort. Se dire, ben voilà, ça y est, je suis un citoyen à temps plein et comment je vais vivre ma citoyenneté. Tu as écrit un livre qui donne beaucoup d'exemples, beaucoup de beaux exemples de projets qui se sont faits avec comme valeur commune cette fraternité. Ça s'appelle Faire République dans tous les territoires, petit traité pour nourrir la citoyenneté dans nos ruralités. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce livre? Et puis, on va bientôt arriver au bout de ce podcast et peut-être nous donner quelques petits conseils de lecture ou de film ou de ce que tu veux. Oui, alors oui, ce livre, ça m'est venu parce que je voyais des gens qui faisaient beaucoup de choses que j'avais pu suivre et qui, par exemple, je pense à Sylvie qui donnait des cours de langue tous les samedis matins dans son village, simplement pour ouvrir l'horizon des enfants, qui a fait ça pendant 20 ans. Moi, je trouve que c'est incroyable d'avoir cette passion-là. Enfin voilà. Et mon objectif, mon choix, il était vraiment de prendre des gens qui ne sont pas élus, qui n'ont pas de pouvoir, justement, qui n'ont pas de statut, et de voir comment, malgré tout, ils parvenaient à faire quelque chose, c'est-à-dire à ce qui est de l'impact, et aussi, même à la limite, même à ne pas faire, c'est-à-dire que c'est intéressant aussi de regarder ce qui les empêche. Et ça, c'est
quand je travaille sur le terrain et que je m'approprie des préoccupations, des causes, etc. sur un territoire donné, c'est vraiment la question qui compte. C'est qu'est-ce qui vous empêche? Et c'est quelque chose qui me fait penser donc à un livre que je recommande aussi, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Être à sa place. C'est une philosophe, psychologue, je sais plus si c'est Claire Marin ou Claire Martin, mais je crois que c'est Être à sa place. Voilà, c'est Claire Marin. Et cette notion de place, elle est vraiment très importante parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui se recompose et on cherche sa place. Et il faut aider les gens à la trouver. Donc, mon livre, j'aime bien dire que c'est un recueil du miel des petites abeilles citoyennes qui butinent la République et qu'il faut être vigilant, que c'est précieux. C'est comme les abeilles, elles peuvent toutes mourir si elles ont des pesticides puissants. Et la dernière chose, parce que je veux vraiment rester sur une note très positive et tout en reconnaissant la difficulté de cet engagement citoyen et de ce collectif citoyen, c'est que je pense, je l'ai pas encore vu, mais là il y a un film qui sort qui s'appelle Les Petites Victoires de Mélanie Offret qui parle d'une école qui risque, une école rurale qui risque de fermer. Et cette comédienne, elle joue le rôle de la mairesse, et elle est aussi institutrice de village, et elle racontait dans un interview que quand elle a reçu le scénario, elle s'est dit, oh ben non, c'est pas possible qu'un maire il fasse tout ça, n'importe quoi, ils ont un peu exagéré là. Et en fait, elle a été vivre avec des amis, des gens qui lui indiqué la vie d'un maire, et en fait, si. Et ce film, je pense ce qu'il les montre, c'est que toute petite victoire a de l'importance. C'est-à-dire que c'est un peu commun, on dit toujours faut apporter sa pierre, etc. Mais c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un qui a une petite victoire dans sa vie, qu'il a fait quelque chose qui lui a semblé en phase avec ses valeurs, et qu'il y est arrivé, c'est énorme, parce qu'après, ça le remet en confiance. Et c'est pourquoi je m'intéresse tellement aux jeunes, tellement à ces incubateurs de proximité, parce que après, il y a un petit déclic, et après, on peut aller très, très loin. Merci beaucoup, Laurence, pour ce partage, cette belle ode à la citoyenneté et à l'engagement. Donc peut-être qu'on peut rappeler le nom des associations dans lesquelles tu es engagé, donc qui œuvrent sur ces thématiques-là. Ouais, alors j'ai créé avec des amis typiquement sur le territoire charolais-brionnais Hello les femmes pour révéler, valoriser les personnalités féminines qui auront marqué le territoire charolais-brionnais, parce qu'elles auront elles peuvent être source d'inspiration pour nous tous aujourd'hui, et nous toutes, mais nous tous aussi. Et donc la prochaine rencontre, elle est le 14 avril. En l'hommage à Françoise Héritier. Mais je suis aussi, je m'occupe du développement des territoires pour l'association Territoire Solidaire d'Avenir, qui justement place la jeunesse le plus possible dans les instances de décision. Et là, on a lancé une grande démarche pour enquêter avec les jeunes, par des territoires en proximité, et si je m'engageais, qu'est-ce que c'est que l'engagement aujourd'hui des jeunes, comment ils en parlent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on fasse. Et avec déjà 12 territoires engagés dans toute la France, on va essayer de pérenniser cet accompagnement et de le mettre en exergue le 13 mai, qui est la journée nationale de la citoyenneté et de la fraternité. Voilà, je pense que j'aurais d'autres engagements associatifs, et puis j'ai créé aussi Ruralliance qui est pour les élus des territoires ruraux, avec lequel on discute avec toi, Corentin, avec Ambition Rurale. Enfin voilà, c'était les 3 initiatives qui me portent beaucoup en ce moment. En tout cas, merci beaucoup, Laurence. Puis je te dis à très bientôt. À bientôt, Corentin.